La pauvre femme de ménage a été invitée pour être la risée de la fête, mais quand elle est arrivée, tout le monde s'est tu. Chaque matin, à 6 heures précises, Claire Dubois franchissait les portes vitrées du prestigieux immeuble Le Noir, situé entre les 8e et 9e arrondissements de Paris. Ses baskets silencieuses glissaient sur le marbre poli du hall, et ses mains, habituées à manier balais et produits d'entretien, portaient déjà les premières marques du jour. Elle ne disait rien. Elle ne saluait personne. Personne ne la saluait non plus. Dans ce bâtiment où les costumes coûtaient plus que ses revenus annuels, Claire était invisible. Pas par magie, mais par habitude. On ne voyait pas les gens comme elle. On les évitait. On les traversait du regard comme des fantômes. Son uniforme bleu marine, légèrement trop grand pour sa silhouette menue, était repassé avec soin chaque soir. Elle y ajoutait toujours une broche discrète, souvenir de sa mère, non pas pour se faire remarquer, mais pour se rappeler qu'elle était encore quelqu'un. Ses écouteurs, constamment branchés à un vieux téléphone, diffusaient de la musique classique, surtout du Debussy, ou parfois de vieux airs français que sa mère aimait. C'était sa manière de résister au silence oppressant, de rendre les couloirs moins hostiles. Claire connaissait chaque étage, chaque coin, chaque bureau, avant même que les employés n'arrivent. Elle savait qui laissait toujours sa tasse sale, qui oubliait de tirer la chasse, qui fumait en cachette dans l'escalier de service. Elle ramassait, nettoyait, rangeait et repartait avant que la lumière du jour n'éclaire les vitres fumées des salles de réunion. Pourtant, ce matin-là, quelque chose attendait Claire, quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Posé juste au-dessus de son seau, entre les chiffons et les produits désinfectants, se trouvait un objet inhabituel, une enveloppe crème, ornée d'un ruban rouge. D'abord, elle crut à une erreur. Peut-être était-ce destiné à quelqu'un d'autre. Elle la retourna, hésita à l'ouvrir. Son nom y était inscrit à l'encre noire, calligraphié avec soin, Claire Dubois. Elle n'avait jamais rien reçu ici. Aucun mot, aucune carte, aucun sourire sincère. Elle ouvrit doucement l'enveloppe, les doigts tremblants, et en sortit un carton rigide, épais, luxueux. Une invitation. Madame Claire Dubois est cordialement invitée à la soirée de fin d'année, organisée par la société Élégance parisienne. Tenue de soirée exigée. Vendredi prochain à 20h au grand salon du dernier étage. Claire relut plusieurs fois les lignes. Le logo de la société était bien là, celui qu'elle voyait chaque jour sur les portes, les vitrines, les papiers. C'était la même entreprise dont elle nettoyait les toilettes, la même où les employés passaient à côté d'elle sans jamais la regarder dans les yeux. Les organisateurs étaient mentionnés. Élise Moreau, Thomas Garnier, Julien Lefebvre. Elle les connaissait tous. Du moins, elle connaissait leurs poubelles, leurs habitudes, leurs oublis. Jamais aucun ne lui avait adressé un mot. Le cœur battant, Claire remit le carton dans son enveloppe. Le ruban rouge brillait doucement sous la lumière artificielle du couloir. Était-ce une erreur? Un piège? Une gentillesse inespérée? Elle pensa à jeter l'enveloppe à la poubelle, là, tout de suite, à ne plus y penser. Mais sa curiosité l'en empêcha. Elle rangea discrètement l'invitation dans la poche intérieure de sa veste et continua sa ronde. Le reste de la matinée lui parut plus long que d'habitude. Elle fit 2 fois les mêmes salles, oublia de vider une corbeille. Quelque chose dans son esprit avait changé de place. Un doute s'était installé. Une question tournait en boucle dans sa tête. Lorsque son service prit fin, elle quitta le bâtiment sans un mot. Comme toujours, le soleil se levait timidement sur les toits parisiens. Elle descendit les escaliers du métro, trouva sa place habituelle dans un wagon presque vide et s'assit près de la vitre. L'invitation pesait dans sa poche comme un secret brûlant. Elle la ressortit, l'observa à nouveau. Elle murmura à mi-voix, les yeux fixés sur son reflet dans la vitre sale du wagon. C'est une blague. Claire tenait l'enveloppe comme si elle contenait un verdict, un piège ou une étrange farce. Durant le trajet jusqu'à sa pension dans le 19e arrondissement, elle ne cessa d'y penser. Le nom des organisateurs défilait dans sa tête comme des visages dans un rêve troublant. Élise Moreau, Thomas Garnier, Julien Lefebvre. Elle connaissait ces jeunes cadres dynamiques sans jamais leur avoir adressé un mot. Elle les croisait dans les couloirs, riait entre eux en consultant leur téléphone dernier cri, parfois en tailleur, parfois en chemise impeccable, toujours avec cette assurance que seuls ceux qui se savent regarder affichent. Et justement, jamais aucun d'eux ne l'avait regardée. Elle monta les 4 étages de sa pension sans ascenseur,
croisant la vieille concierge espagnole qui lui lança un regard bienveillant, sans rien dire. Arrivée dans sa chambre minuscule, éclairée par une fenêtre unique donnant sur une cour grise, Claire retira son manteau et posa l'enveloppe sur la table. Elle resta debout un moment, les bras croisés, à la fixer comme si elle attendait qu'elle change de forme ou d'intention. Puis, sans se déchausser, elle alluma la petite radio posée sur la commode, un vieux modèle qui grésillait souvent, et s'assit sur le lit. Son regard se perdit un instant dans les fissures du plafond. Pourquoi l'avoir invitée? Pourquoi maintenant? Et surtout, pourquoi elle, la femme de ménage que personne ne salue? Le carton ne comportait aucune mention spéciale, aucun mot personnel. Cela ressemblait à une invitation standard, mais avec son nom. Était-ce un oubli administratif, une tentative maladroite de générosité ou quelque chose de plus cynique? Le lendemain, elle continua son travail comme d'habitude, mais son regard devenait plus alerte. Elle prêtait attention aux regards échangés entre les employés, aux sourires discrets, aux chuchotements qui semblaient redoubler depuis qu'elle avait trouvé l'enveloppe. Dans la salle de pause qu'elle nettoyait en fin de matinée, elle entendit des voix, puis des rires étouffés derrière la porte entr'ouverte. Elle s'apprêtait à frapper, comme toujours, pour signaler sa présence, quand une phrase lui glaça le dos. « Tu crois qu'elle va vraiment venir ? Franchement, j'espère bien, ce serait épique. On lui a envoyé l'invitation exprès. J'ai hâte de voir sa tête, avec son uniforme et ses gants. Imagine si elle se pointe au milieu des cadres en robe de gala. Ce sera la touche comique de la soirée, non? La mascotte de fin d'année. » Claire recula sans bruit, le cœur battant, les doigts serrés sur son balai. Elle ne termina pas immédiatement sa tâche. Elle quitta la salle de pause et s'adossa contre le mur du couloir, le souffle court. C'était donc ça. Une blague, un piège, une manière de la ridiculiser en public, de faire d'elle un spectacle, un divertissement temporaire pour des gens qui pensaient que sa dignité valait moins qu'un fou rire. Elle rentra chez elle ce soir-là avec une colère sourde, difficile à formuler. Elle n'avait pas pleuré, elle ne s'était pas plainte, mais quelque chose en elle qu'elle croyait éteint depuis longtemps commença à remuer. Une fierté ancienne, mêlée de douleur et de mémoire. Elle posa l'invitation sur la table, cette fois sans hésiter, et s'assit devant comme on s'assied face à un défi. Elle relut chaque mot, puis elle releva la tête, le regard plus clair qu'il ne l'avait été depuis des années. Pourquoi pas y aller? Pas pour eux? Pas pour leur jeu cruel, mais pour elle-même, pour reprendre possession de son image, de sa voix, de sa place dans le monde. Ils pensèrent la faire rire aux dépens d'elle-même. Peut-être était-il temps de leur montrer qu'on ne rit pas de ce qu'on ne comprend pas. Le lendemain, pendant sa pause, Claire prit un détour par l'escalier principal. Elle observa le hall d'entrée, vit le grand panneau annonçant la soirée de fin d'année, avec des lettres dorées et une affiche élégante. Soirée élégance, vendredi, 20h, au grand salon. En bas, une note précise, tenue de soirée exigée. Cocktail et animation musicale. Claire descendit ensuite au sous-sol, dans le local où elle rangeait son matériel. Entre les produits ménagers et les seaux, elle ouvrit une vieille valise qu'elle n'avait pas touchée depuis des années. Elle savait exactement ce qu'elle y trouverait. Pas encore, pas ce jour-là. Mais la décision était prise. De retour dans les couloirs, elle croisa Élise Moreau, l'une des organisatrices de la fameuse soirée. Élise, sur ses talons aiguilles, ajustait sa veste tout en consultant son téléphone. En apercevant Claire, elle ne lui adressa même pas un regard, pas un signe, pas un mot, comme si elle n'existait pas. Claire, cette fois, ne baissa pas les yeux. Elle la regarda passer, droite et calme, avec une forme de détermination nouvelle dans le regard. Elle n'avait rien dit, mais elle avait compris. Ce genre de mépris, elle l'avait trop souvent laissé passer. Peut-être était-il temps de rendre la présence de ceux qu'on ignorait impossible à nier. Le reste de la semaine passa dans une étrange tension. Claire accomplissait ses tâches avec précision, mais son esprit était ailleurs. Elle se surprenait à imaginer l'expression de leur visage si elle osait réellement venir. Non pas en uniforme, non pas comme une invitée par erreur, mais comme une femme debout, digne et consciente de sa valeur. Dans sa pension, le soir, elle ressortit la valise. Elle la posa sur le lit et l'ouvrit. À l'intérieur, soigneusement plié, se trouvait un tissu vieux, mais intact. Elle effleura la surface douce de ses doigts. Ce serait pour demain. Pas pour se venger, pas pour jouer à leur jeu, mais pour réécrire, ne serait-ce qu'un instant, le rôle qu'on lui avait assigné.
Claire regarda son reflet dans le miroir fissuré de la salle commune, la mâchoire serrée, le regard fixe. Oui, elle irait, mais certainement pas comme il l'avait imaginé. Le vendredi matin, bien avant l'aube, Paris dormait encore sous un ciel laiteux. Dans sa chambre exiguë, Claire Dubois s'éveilla sans réveil. Son corps connaissait l'habitude du lever matinal, mais ce jour-là, elle ne se leva pas tout de suite. Elle resta quelques instants allongée, les mains croisées sur le ventre, le regard fixé au plafond comme si elle y cherchait un présage. Il n'y avait rien, pas de lumière divine, pas de signe caché, rien d'autre que la peinture écaillée et les souvenirs silencieux. Elle se redressa lentement, ses pieds nus frôlant le parquet froid. Elle s'habilla mécaniquement, noua ses cheveux en un chignon rapide, enfila son uniforme bleu trop large et quitta la chambre sans bruit. En traversant la cour intérieure, elle salua la concierge d'un signe de tête et descendit dans le métro sans croiser âme qui vive, comme chaque matin depuis presque 6 ans. Au travail, les couloirs semblaient plus étroits, l'air plus lourd. Elle croisa quelques visages, quelques rires étouffés, quelques remarques jetées à la volée, rien de frontal. Mais elle sentait les regards se poser sur elle plus longtemps qu'à l'accoutumée. Elle comprenait. Les langues avaient parlé. On savait qu'elle avait reçu l'invitation et qu'elle viendrait. Le piège, d'abord discret, devenait un murmure collectif. Mais Claire ne vacilla pas. Son visage restait impassible, son regard froidement concentré. Elle termina son service, rentra chez elle et ferma la porte de sa chambre derrière elle avec une lenteur calculée. Là, dans ce silence connu, elle s'assit au bord du lit et regarda la valise ouverte depuis 2 jours. La robe était là. Elle l'avait sortie la veille au soir, l'avait défroissée, suspendue près de la fenêtre pour que le tissu respire un peu après tant d'années enfermées. C'était une robe simple, noire, élégante, aux lignes claires et au tissu fluide. Une coupe intemporelle. Elle l'avait vue naître. Elle avait vu sa mère la dessiner, la tailler, l'assembler point par point. Elle se souvenait encore de la musique qui jouait ce jour-là, des gestes précis, des doigts tachés d'aiguilles. Sa mère, Lucille Dubois, avait été couturière dans un petit atelier du Marais. Talentueuse mais discrète, elle travaillait sans relâche pour subvenir à leurs besoins. C'était elle qui avait initié Claire à la beauté des formes, au tissu, au croquis. Très jeune, Claire dessinait déjà des silhouettes longues et gracieuses sur des carnets d'écolier. Sa mère riait en lui disant qu'elle avait l'œil. Et c'était vrai. À 17 ans, Claire avait gagné un concours de jeunes créateurs organisé par une maison de couture modeste mais reconnue. Sa robe avait été exposée dans une vitrine du boulevard Haussmann. Les journaux locaux en avaient tout parlé. Son avenir semblait tout tracé. Mais quelques mois plus tard, Lucille tomba malade. Une maladie rapide, imprévisible, qui rongea ses forces en moins d'1 an. Claire, sans famille, sans appui, abandonna tout. Études, projets, concours. Elle se mit à travailler comme femme de ménage, d'abord pour payer les soins, puis pour survivre après la mort de sa mère. Elle ne l'avait jamais regretté. Pas vraiment. Mais quelque chose en elle s'était refermé ce jour-là, comme un tiroir plein de lumière qu'on verrouille sans jeter la clé. Ce soir-là, elle se regarda dans le miroir de la salle de bain commune. Elle avait dénoué ses cheveux, lavé son visage. Elle porta la robe lentement, avec précaution, comme on revêt une mémoire. Le tissu glissa sur sa peau avec une familiarité troublante. Il lui allait encore, parfaitement. Elle enfila une paire de chaussures noires, simples, qu'elle n'avait pas mises depuis des années. Puis, elle se maquilla légèrement, sans exagération. Un très fin d'eyeliner, un soupçon de rouge à lèvres. Elle n'avait plus l'habitude, mais ses gestes étaient assurés. Elle sortit dans la nuit tombante, traversa la cour sans mot dire. Dans le métro, les regards étaient différents. D'abord surpris, puis curieux, parfois admiratif. Un homme, vêtu d'un blouson en cuir, lui lança une remarque vulgaire. Elle ne répondit pas. Mais une vieille dame, assise à côté, lui adressa un sourire. « Vous êtes très belle », dit-elle doucement. « Merci », répondit Claire sans détourner les yeux. Il n'y eut pas d'autre échange. Mais ce petit moment resta en elle comme une chaleur inattendue, une forme de reconnaissance simple, sans calcul, sans condescendance. Elle descendit à la station Franklin D. Roosevelt et remonta à la surface. Le froid mordait légèrement ses épaules nues, mais elle n'y prêtait pas attention. Ses pas étaient lents mais déterminés. Elle marchait comme on entre dans l'arène,
L'immeuble Lenoir brillait de mille feux. Des guirlandes dorées ornèrent les colonnes et un tapis rouge avait été déroulé dans le hall d'entrée. Des hommes en costume et des femmes en robe longue entraient, riant, trinquant déjà à l'entrée. Claire s'arrêta quelques secondes à quelques mètres de la porte. Elle inspira profondément, observa son reflet dans la vitrine d'un café voisin, puis avança. Le portier la regarda une seconde, surpris, mais ne dit rien. L'invitation à la main, Claire franchit les portes vitrées. Le hall la reconnut, mais ne la reconnut pas. Elle ne portait pas son uniforme. Elle ne portait pas son silence. Elle portait autre chose. Quelque chose de plus ancien, de plus vrai. Dans l'ascenseur, seule, elle sentit ses jambes trembler un instant. Pas de peur, mais de tension, de mémoire. Elle se regarda dans le miroir de l'ascenseur, et pour la première fois depuis longtemps, elle se vit. Quand les portes s'ouvrirent au dernier étage, une lumière dorée inonda l'espace. La musique douce et feutrée résonnait à peine derrière les conversations. Claire fit un pas en avant, et soudain, tout s'arrêta. Lorsque Claire sortit du bâtiment, le ciel était entièrement tombé dans la nuit. Les lampadaires diffusaient une lumière jaune et froide, contrastant avec la chaleur sombre de la robe noire qu'elle portait. Ses pas résonnaient sur les pavés mouillés, et chaque reflet dans les vitrines lui rappelait qu'elle n'était pas invisible, du moins pas ce soir. Mais la vérité, c'est qu'on ne cesse pas d'être invisible simplement parce qu'on a changé de vêtements. On ne désapprend pas à marcher en silence après des années d'effacement. Et Claire le ressentait profondément à chaque regard qu'elle croisait. Dans la rue, une voiture freina brutalement pour éviter une flaque, éclaboussant ses chaussures. Elle n'eut même pas le temps de protester que la voiture repartait déjà. Elle n'était pas encore à la fête, mais le monde semblait déjà lui rappeler sa place. Pourtant, elle continua, le dos droit, le regard devant elle, serrant un petit sac noir contre son flanc gauche. Elle n'avait rien à y cacher, seulement ce carton d'invitation, désormais froissé par l'humidité et la chaleur de sa main. Elle prit le métro à Jaurès. À cette heure, la ligne était encore vivante, bruyante, traversée de conversations, de téléphones qui sonnaient, de rires éparpillés. En entrant dans la rame, Claire sentit immédiatement les regards se tourner vers elle. Pas les regards habituels d'indifférence fatiguée qu'on accorde à une silhouette en uniforme. Non, cette fois, c'était autre chose. C'était le genre de regard qu'on réserve à ce qui détonne, à ce qui n'a pas sa place. Sa robe noire, son maquillage discret, sa posture droite, tout cela semblait déranger l'ordre précaire du wagon. Un groupe de jeunes, 3 garçons d'une vingtaine d'années, la repéra presque immédiatement. Le plus bruyant, vêtu d'une veste trop large et d'un bonnet noir, s'approcha légèrement et fit une remarque que Claire choisit d'ignorer. « Eh, madame, c'est carnaval ce soir où vous sortez de la télé. » Les autres ricanèrent. Elle ne détourna pas le regard. Elle ne chercha pas à fuir. Elle resta droite. Mais l'un d'eux insista. « Elle s'est prise pour une star ou quoi? C'est quoi ce déguisement? T'as laissé ton balai où ?» Rire plus fort. Claire sentit ses joues chauffer, non de honte mais de rage. Une rage ancienne, bien contenue. Elle s'apprêtait à répondre, non pas pour se défendre, mais pour poser une limite, lorsqu'une voix, douce mais ferme, s'éleva depuis un coin du wagon. Ce n'est pas un déguisement, c'est une femme qui a de l'allure, ce que vous ne comprendrez sans doute jamais. Une dame âgée, assise à quelques sièges de là, croisa les jambes avec élégance et fixa les jeunes hommes avec un calme déroutant. Ils se turent immédiatement. Le ton de cette femme, sa façon de parler, ne permettait pas de réplique. Un silence gêné s'installa dans la rame. Claire tourna lentement la tête vers elle. Leurs regards se croisèrent. Il n'y eut pas de sourire, pas de mot de plus. Mais ce moment resta suspendu dans l'air comme une main invisible posée sur l'épaule. Quelques stations plus tard, les jeunes descendirent. Le silence les avait escortés jusqu'à la sortie. La vieille dame reposa son regard sur Claire une dernière fois avant de reprendre sa lecture. Ce petit geste, ce mot au bon moment, eut un effet inattendu. Il ne s'agissait pas de protection. Claire n'avait pas besoin qu'on la sauve. Mais cette intervention lui avait rendu quelque chose de précieux. Elle s'était tenue droite. Elle avait supporté le regard, la moquerie, l'humiliation à peine voilée. Mais ce que la vieille dame lui avait offert, c'était autre chose, une confirmation. Un signe que sa présence ne dérangeait pas tout le monde, que certains la voyaient vraiment. Elle descendit à la station suivante, monta les escaliers et retrouva l'air glacé de la nuit parisienne. Le bâtiment était proche. À chaque pas,
Ses souvenirs semblaient s'amplifier. Elle avait lavé ses sols, vidé ses poubelles, effacé les traces de ceux qui, ce soir, sirotèrent du champagne à l'étage supérieur. Elle connaissait l'endroit mieux que tous. Chaque recoin, chaque armoire, chaque fuite silencieuse dans les toilettes. Mais jamais elle n'y avait mis les pieds comme invitée. Devant l'immeuble, tout semblait plus vaste. Le tapis rouge avait été déroulé sur les dalles du parvis. 2 hôtesses accueillaient les convives avec un sourire professionnel. Claire les observa un instant puis s'avança. Elle n'avait pas froid. Ou plutôt, elle refusait de sentir le froid. Ce n'était pas le moment de douter. Elle serra le carton d'invitation entre ses doigts et s'approcha du portier. L'homme, un colosse en costume noir, la dévisagea une seconde, visiblement surpris. Il jeta un œil à l'invitation, puis s'effaça sans un mot. L'ascenseur la mena jusqu'au dernier étage. Dans le miroir, son reflet ne vacilla pas. La porte s'ouvrit. Le silence qui tomba fut immédiat, tranchant, presque violent, comme si l'air avait été coupé net. Une trentaine de personnes, regroupées par cercles d'intérêt ou d'ambition, se figèrent à sa vue. Les conversations cessèrent. Les vers s'arrêtèrent à mi-chemin des lèvres. Les regards se posèrent sur elle comme une pluie acide. Il ne s'agissait plus de surprise. C'était autre chose. Un mélange de confusion, de gêne et, chez certains, de honte prématurée. Claire fit quelques pas dans le grand salon décoré. Des guirlandes dorées pendèrent du plafond. Un orchestre jouait à l'arrière-plan, mais aucun son ne perçait l'étrangeté de sa présence. Personne ne s'attendait à ce qu'elle vienne. Et surtout, pas comme ça. Certains rirent doucement, des rires nerveux, presque étouffés. D'autres se penchèrent vers leurs voisins, murmurant rapidement. Mais Claire ne ralentit pas. Elle marchait avec calme, sans arrogance. Il n'y avait rien à prouver, rien à réclamer. Elle était là, et cela suffisait. Un serveur hésita en la croisant, puis lui tendit un verre de champagne. Elle le prit sans un mot, le remercia d'un léger signe de tête. Elle porta le verre à ses lèvres sans boire. Dans son regard, aucune provocation. Juste une présence solide, indéracinable. Puis, parmi la foule figée, un des organisateurs s'avança. C'était Julien Lefebvre. Costard 3 pièces, sourire narquois habituel. Il commença à marcher dans sa direction, un rictus moqueur aux lèvres. Il n'avait pas prévu cette scène. Il avait espéré une apparition maladroite, ridicule, une femme de ménage perdue dans le luxe. Mais ce qu'il vit, ce soir-là, le cloua sur place. Il s'arrêta net. Le sourire se figea. Quelque chose dans l'allure de Claire, dans sa robe simple mais parfaitement ajustée, dans son regard calme, venait de le déstabiliser. Il se tourna, fit demi-tour, comme s'il avait oublié pourquoi il était venu. Claire resta debout. Elle observa la pièce, sans chercher à fuir les regards. Et dans ce silence suspendu, elle sut qu'ils avaient perdu l'avantage. Parce qu'elle était venue, parce qu'elle avait osé, parce qu'elle n'avait plus peur d'être vue. Le salon du dernier étage, vaste et orné de moulures dorées, baignait dans une lumière tamisée que diffusaient d'imposants lustres en cristal. Le parquet ciré reflétait les pas des invités et le bruit des talons hauts s'entremêlait aux notes discrètes d'un quatuor à cordes installé au fond de la pièce. L'ensemble avait été conçu pour éblouir, pour impressionner, pour rappeler que ceux qui se tenaient ici appartenaient à un monde où l'élégance se portait comme une seconde peau, naturelle et ostentatoire à la fois. Lorsque Claire entra, cet univers se suspendit. Ce n'était pas un drame, ce n'était pas un scandale, ce n'était même pas une provocation, c'était une anomalie. Un fragment de réalité qui, d'ordinaire, restait cantonné aux étages inférieurs, aux escaliers de service, aux toilettes discrètes, venait de s'infiltrer dans un lieu qu'on croyait étanche. Elle ne criait pas, elle ne bousculait rien, mais sa seule présence venait perturber l'équilibre feutré de cette mise en scène millimétrée. Les premiers regards furent furtifs, presque mécaniques, avant de devenir insistants. Les conversations reprirent brièvement, sous forme de chuchotements précipités. On ne comprenait pas. On cherchait une explication. Était-elle accompagnée? Était-elle vraiment venue seule? Était-ce un coup de communication? Une plaisanterie qui aurait pris une tournure inattendue? Les regards s'échangeaient, se croisaient, se répondaient en silence. Claire, de son côté, ne regardait personne en particulier. Elle avançait lentement, comme si elle explorait un espace connu sous un jour nouveau. Tout ce qu'elle avait nettoyé,
les recoins qu'elle avait astiqués, les tables qu'elle avait replacées à l'aube. Elle les redécouvrait maintenant sous une lumière dorée, entourée de verres en cristal et de costumes sur mesure. Il y avait dans ses gestes une forme de calme étrange, celui d'une femme qui ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Une femme plus jeune, assise à une table près du buffet, tenta de prendre une photo discrète avec son téléphone, dissimulée derrière une flûte de champagne. Claire s'en aperçut sans rien dire. Elle la fixa simplement, quelques secondes, droit dans les yeux. Ce regard suffit. La main de la jeune femme trembla légèrement. Elle baissa son téléphone sans avoir appuyé sur aucun bouton. Ce n'était pas de la peur, ni de la honte. C'était une reconnaissance silencieuse. Cette femme n'était pas à ridiculiser. Elle imposait une forme de respect dont l'origine était encore mystérieuse, mais indiscutable. Dans un coin de la pièce, Élise Moreau observait la scène, son verre à la main. Elle échangeait quelques mots rapides avec un collègue, sourcils froncés. Ce n'était pas ce qui avait été prévu. La plaisanterie devait être discrète, mesquine, mais discrète. On s'attendait à une présence hésitante, à une erreur vestimentaire flagrante, à un malaise visible. Mais Claire, avec sa robe sobre et sa posture tranquille, ne prêtait pas le flanc au ridicule. Elle ne riait pas. Elle ne s'excusait pas. Elle ne s'expliquait pas. Elle se contentait d'être là comme si cette place lui avait toujours appartenu. Julien Lefebvre, toujours aussi nerveux, s'était réfugié près du bar, où il multipliait les verres et les regards inquiets. Il n'osait pas s'approcher. Il n'avait plus ce rictus satisfait qu'il arborait plus tôt. Il semblait chercher quelqu'un d'autre pour prendre le relais, pour transformer la situation, pour ramener le contrôle de la soirée du bon côté. Mais Claire, elle, ne cherchait pas à provoquer. Elle ne se mêlait pas au groupe, ne tentait pas de s'insérer dans les conversations. Elle avançait simplement. Elle se dirigea vers une petite table près de la baie vitrée. Elle s'y assit, posa son sac à côté d'elle et observa la ville illuminée. Paris s'étalait à ses pieds, indifférente à tout ce qui se passait à l'intérieur de cette pièce. Elle se sentait à la fois minuscule et immense, solitaire, mais entière. Elle n'était pas là pour se faire accepter. Elle était là pour ne plus se cacher. Puis, dans un silence presque chorégraphié, quelqu'un fit un pas dans sa direction. C'était Thomas Garnier, l'un des organisateurs. Jeune, élégant, sûr de lui, toujours entouré, toujours au centre. Il portait un costume gris clair, taillé sur mesure, et un sourire qu'il pensait irrésistible. Il s'approcha avec lenteur, son verre à la main, prêt à lancer une phrase qui, dans son esprit, aurait dû détendre l'atmosphère. Il avait déjà imaginé le ton, la pose, le regard amusé. Mais en croisant les yeux de Claire, il s'arrêta. Ce qu'il vit le déstabilisa. Ce n'était pas du mépris, ce n'était pas de la provocation. C'était un calme ancien, presque solide, que rien ne semblait pouvoir fissurer. Il perdit ses mots. Son sourire se crispa. Il bredouilla un salut à peine audible, fit demi-tour et retourna parmi les autres, comme un soldat défait. Ce moment, bref mais saisissant, ne passa pas inaperçu. Dans la foule, certains commencèrent à percevoir autre chose. Pas tous. Beaucoup restaient sceptiques, confus, dérangés par cette présence qui ne rentrait dans aucune case connue. Mais d'autres, plus attentifs, plus lucides peut-être, commencèrent à se demander qui est-elle vraiment? Pourquoi ne semble-t-elle pas impressionnée? Pourquoi, alors qu'elle aurait dû être gênée, semble-t-elle parfaitement à sa place? La fête reprit lentement son cours. Les conversations recommencèrent, les rires s'élevèrent de nouveau, mais un léger décalage s'était installé. Claire ne parlait toujours pas. Elle observait, simplement. Et par sa seule manière d'exister dans cet espace, elle modifiait imperceptiblement la dynamique de la soirée. C'était une présence qui forçait à réévaluer, pas à applaudir, pas à huer, juste à regarder autrement. Pas comme on regarde une anomalie, mais comme on regarde un point fixe au milieu du mouvement. Un rappel qu'au-delà des apparences, certains silences valent bien plus que les mots. Au cœur du tumulte feutré du salon, une tension flottait encore, imperceptible, mais bien réelle. Les conversations avaient repris, certes, mais elles étaient ponctuées d'éclats nerveux et de regards furtifs jetés en direction de Claire. Assise près de la baie vitrée, elle ne participait à rien, mais n'était plus exclue. Elle existait, pleinement, à une place que personne ne lui avait donnée. Et c'était précisément cela qui dérangeait. Les tentatives de la contourner, de faire comme si elle n'était pas là, devenaient de plus en plus maladroites.
presque visible, comme si son simple silence portait une densité que nul n'arrivait à percer. Un jeune homme, brun, élégant mais moins sûr de lui que les autres, l'observait depuis quelques minutes. Il n'était pas dans le groupe des organisateurs, ni parmi les plus en vue. Il travaillait dans l'équipe marketing et Claire avait déjà vidé sa corbeille à papier plusieurs fois. Il la reconnaissait sans vraiment savoir d'où. Quelque chose dans son visage, dans sa posture, dans cette manière de se tenir comme si elle connaissait déjà l'issue de toutes les conversations, lui rappelait une image lointaine, un souvenir flou. Il s'approcha d'un collègue plus âgé, Philippe, l'un des rares qui avait reconnu les anciens bureaux, les premières années de l'agence. Il lui posa une question à voix basse. Philippe fronça les sourcils, regarda Claire longuement, puis sembla se souvenir de quelque chose. Il murmura quelques mots, presque incrédules. Et alors le murmure commença. Le nom de Claire Dubois circula de table en table, d'un serveur à un invité, d'un associé à une attachée de presse. Pas comme une rumeur scandaleuse, mais comme un doute qu'il fallait vérifier. Certains sortirent discrètement leur téléphone, tapèrent son nom dans des moteurs de recherche et tombèrent, pour les plus curieux, sur une coupure de presse vieille, de plus de 10 ans. Une photo en noir et blanc floue, d'une adolescente souriante tenant une robe cousue à la main. Le titre était modeste. Une lycéenne de banlieue remporte le prix de jeune styliste. L'article racontait l'histoire d'une jeune fille de 17 ans ayant gagné un concours national de design organisé par un collectif de créateurs indépendants. La robe présentée s'appelait Silhouette d'automne. Elle avait été acclamée pour sa simplicité poétique, son élégance brute. Le jury parlait d'un œil neuf, d'un instinct rare, d'une promesse. Le nom de Claire Dubois était mentionné plusieurs fois, accompagné de commentaires enthousiastes sur son avenir. Mais après cette mention, plus rien. Aucune trace d'une école prestigieuse, aucun suivi de carrière, juste un silence prolongé, une absence inexpliquée. Et soudain, cette femme assise seule à une table, que tous avaient voulu ignorer, prenait une autre dimension. Elle n'était plus seulement la femme de ménage silencieuse qu'on croisait sans voir. Elle devenait une énigme, une absence d'explication criante. Pourquoi avait-elle disparu? Pourquoi, après un début si prometteur, se retrouvait-elle à laver les sols d'une entreprise de mode? Les questions affluaient, mais personne n'osait encore s'en approcher frontalement. Le respect, ou peut-être la gêne, empêchait les plus curieux d'avancer. Claire, de son côté, n'avait rien vu de cette agitation souterraine. Ou du moins, elle faisait semblant de ne rien voir. Elle sirotait lentement son verre, les yeux perdus dans les lumières de Paris, comme si la ville entière lui appartenait. Mais dans un coin du salon, un homme se leva finalement. Louis, cadre supérieur au département création, la quarantaine, connu pour son sérieux et son instinct artistique, s'approcha lentement. Contrairement aux autres, il n'avait pas d'arrière-pensée. Il n'était ni moqueur ni intrigué par le scandale. Il venait avec une sincère curiosité, nourrie par un souvenir personnel. Il s'arrêta à quelques pas de la table de Claire. Elle le regarda, sans agressivité ni méfiance. Simplement, elle l'attendait. « Pardonnez-moi, dit-il calmement, mais je crois que je vous ai déjà vu ailleurs, il y a plusieurs années. Pas ici. Dans un article, une robe nommée « Silhouette d'automne ». C'était vous » Claire le fixa quelques secondes, puis hocha doucement la tête. « C'était moi, oui. » Louis sourit, pas d'un sourire satisfait, mais d'un sourire sincère, presque ému. « Je m'en souviens, je faisais encore mes études de design à l'époque. On avait étudié votre modèle en cours. Notre professeur disait que c'était une des propositions les plus pures qu'il avait vues cette année-là. » Claire ne répondit pas tout de suite. Elle posa son verre, croisa les mains sur ses genoux, puis dit doucement « Ma mère était malade. Il fallait de l'argent. Le reste est allé dans une boîte qu'on a fermée pour ne pas oublier. » Louis s'assit, lentement, sans demander. Il ne cherchait pas à creuser, seulement à comprendre. « Et aujourd'hui » demanda-t-il simplement. « Aujourd'hui, je suis venu parce que j'en avais le droit, même si personne ne pensait que je viendrais, même si certains espéraient que je ne viendrais pas. » Louis acquiesça. Il jeta un œil autour d'eux, puis revint à elle. « Vous avez toujours ce regard, vous savez, celui des gens qui voient les choses différemment. » Claire ne répondit pas, mais ses yeux brillèrent légèrement, comme un feu qu'on croyait éteint et qui recommence à respirer. Autour d'eux, les chuchotements cessèrent peu à peu. On n'osait plus commenter. Le murmure s'était transformé en respect discret. La femme de ménage n'était plus une distraction. Elle devenait un rappel, celui des talents sacrifiés,
des histoires interrompues, des promesses abandonnées non par manque de capacité, mais par nécessité. Elle incarnait ce qu'ils avaient oublié, que la beauté, l'élégance, la vision ne porteront pas toujours de badge, de titre ou de bureau en coin. Et sans le savoir, Claire venait d'entamer un renversement. Pas bruyant, pas spectaculaire, mais profond. Alors que l'écho du nom de Claire Dubois commençait à s'éteindre dans les recoins du grand salon, le brouhaha des conversations reprenait progressivement. Mais il n'avait plus la même nature. Ce n'étaient plus les rires moqueurs ou les regards complices des premières minutes. On parlait plus bas avec un mélange de prudence et de curiosité. Le décor était le même, les visages aussi, mais l'atmosphère avait changé. Quelque chose dans la manière dont les gens bougeaient, dont ils s'approchaient ou évitaient certaines zones, témoignait d'un déplacement invisible, mais décisif, dans les équilibres sociaux de la soirée. Claire, elle, restait à sa table, droite, les mains croisées devant elle, comme si elle assistait à une scène de théâtre dont elle comprenait chaque acte avant même qu'il ne se joue. Elle n'observait pas par stratégie ou par méfiance, mais parce que cette posture lui était devenue naturelle. Elle avait passé des années à lire les humeurs sans parler, à interpréter les mouvements de ceux qui l'ignoraient. Ce soir, ces mêmes personnes ne savaient plus comment l'aborder. Ils ne savaient plus si elle était une erreur, une révélation, une menace ou simplement un miroir dérangeant. Et pourtant, au milieu de cette gêne collective, quelqu'un osa franchir le pas. Louis était retourné à sa place après leur échange, mais il n'était pas le seul à avoir reconnu quelque chose de plus profond en Claire. Un autre homme, plus jeune, plus nerveux aussi, l'avait observé de loin avec une intensité discrète. Son nom était Louis également. Louis Vanel, l'un des créatifs récemment embauchés, connu pour ses idées novatrices, mais aussi pour sa tendance à éviter les confrontations. Ce soir, pourtant, quelque chose en lui avait été ébranlé. Ce n'était pas seulement la surprise de découvrir l'identité de Claire, c'était l'injustice silencieuse qu'il avait sentie dans les premiers instants, puis l'élégance contenue de cette femme qu'on avait tenté de ridiculiser sans y parvenir. Il s'approcha avec précaution, sans solennité mais sans légèreté non plus. Il portait un costume bleu nuit, sans cravate, les cheveux légèrement en bataille, le regard droit. « Bonsoir », dit-il simplement. Claire leva les yeux vers lui. Elle attendit. Elle ne répondait pas automatiquement, comme si elle évaluait d'abord l'intention. « Je m'appelle Louis Vanel. Je travaille dans l'équipe créative. C'est un honneur de vous rencontrer. » Elle inclina légèrement la tête, sans ironie. « Merci », répondit-elle. « C'est un mot qu'on ne m'a pas souvent adressé ici. » Louis s'assit en face d'elle, avec la prudence de celui qui sait qu'il marche sur un fil. « J'ai vu certains de vos croquis, il y a des années. Pas en vrai, mais à travers des publications internes à l'époque de mon école. Le concours de jeunes créateurs, vous étiez une référence. Je me souviens d'un dessin, un manteau asymétrique, inspiré des cernes des arbres. C'était signé C, D, je crois. » Claire ferma les yeux un instant, comme si le souvenir était un parfum ancien qu'elle reconnaissait sans peine. Ce croquis, je l'avais fait sur un carnet que ma mère m'avait offert. Il sentait encore la lavande. Je l'ai perdu un hiver dans un déménagement. J'ai cru que personne ne l'avait jamais vu. Il est accroché dans mon bureau, dit Louis à mi-voix. C'était votre main, votre style. Maintenant, je comprends mieux. Un silence s'installa, paisible. Louis hésita, puis continua. Je sais que ce n'est pas le moment ni l'endroit pour parler travail, mais j'aimerais que vous réfléchissiez à quelque chose. L'entreprise cherche à se réinventer. On tourne en rond avec des concepts recyclés. Vous incarnez quelque chose de brut, d'authentique. Est-ce que vous accepteriez de nous montrer ce que vous faites? Pas comme femme de ménage, comme créatrice, comme Claire Dubois. Claire le regarda longuement. Elle ne semblait ni flattée ni étonnée. Elle paraissait simplement peser chaque mot. « Je ne suis pas sûr que votre direction soit prête à entendre ce que j'ai à dire, ou à voir ce que j'ai à montrer. C'est peut-être vrai, mais je pense qu'il faut essayer. Vous n'êtes pas une anecdote. Vous n'êtes pas un accident dans cette soirée. Vous êtes la partie manquante de ce que beaucoup ici ont oublié. Pourquoi on crée? Pourquoi on choisit ce métier ?» Claire hocha lentement la tête, posant ses doigts sur le verre devant elle. Elle ne disait pas encore oui, elle ne disait pas non non plus, mais une porte venait de s'ouvrir. Pas une opportunité en or, pas une promesse creuse,
mais une vraie possibilité. Alors qu'il parlait, une autre tension naissait ailleurs dans la salle. Amélie, l'une des responsables de l'événement, observait la scène avec une irritation croissante. Ce qui devait être une farce sociale maîtrisée se transformait en trouble sérieux. Ce n'était plus un détail amusant à glisser dans une conversation le lundi suivant. C'était en train de devenir un moment de bascule. Elle vit Louis s'asseoir avec Claire. Elle vit les regards se tourner vers eux, les chuchotements reprendre, mais sur un autre ton. Elle comprit que ce qu'elle pensait pouvoir contrôler lui échappait complètement. Et ce sentiment, elle ne le supportait pas. Claire, de son côté, restait calme. Elle ne cherchait rien. Mais elle acceptait que quelque chose soit enfin possible, que cette soirée ne soit pas qu'une humiliation contournée, mais le début d'une conversation nouvelle. Et elle savait, au fond d'elle, que cela dérangerait encore. Parce que certaines vérités, même silencieuses, sont impossibles à contenir. Alors que la soirée semblait avoir trouvé un nouvel équilibre autour de la présence de Claire, un malaise commença à sourdre dans un coin du salon. Ce n'était pas un trouble bruyant, ni un conflit ouvert. C'était une de ces tensions imperceptibles que seules certaines personnes détectent parce qu'elles en sont les sources. Amélie, l'une des coordinatrices de l'événement, fixait Claire depuis plusieurs minutes avec un agacement croissant. Chaque mot échangé entre Claire et Louis, chaque regard intrigué que les autres invités lui adressaient, chaque signe que la situation lui échappait, alimentait un ressentiment qu'elle ne dissimulait plus tout à fait. Elle avait vu l'effet qu'avait produit Claire. Elle avait vu son autorité subtile s'effriter devant les sourires silencieux, les clins d'œil discrets, les discussions qui prenaient pour point de départ cette présence qu'elle-même avait voulu transformer en gag. Elle tenta d'abord de récupérer la soirée par des moyens classiques, intensifier la musique, inciter quelques invités influents à se déplacer, à relancer l'ambiance, à rediriger l'attention. Mais rien n'y faisait. L'élan de la fête avait changé de direction. Il ne vibrait plus autour du bar, ni autour des dirigeants de l'entreprise. Il circulait autour de cette femme en robe noire, pourtant assise à l'écart. Alors, Amélie opta pour une autre stratégie, moins élégante, plus directe, et, selon elle, parfaitement adaptée à rétablir la hiérarchie naturelle des choses. Elle s'approcha du micro, prétextant une annonce liée au déroulement de la soirée. Elle lança un regard rapide à la régie pour faire baisser le volume de la musique, ce qui fut exécuté sans question. Puis elle prit le micro et afficha un sourire professionnel, mais froid. « Chers invités, chers collègues, je vous remercie tous pour votre présence ce soir. Nous avons eu des moments merveilleux jusqu'ici, et la soirée est loin d'être terminée. D'ailleurs, nous allons bientôt entamer une animation spéciale. Mais avant cela, elle marqua une pause, regardant lentement l'assistance. Son regard s'arrêta volontairement sur Claire, sans que son nom ne soit prononcé. Ce n'était pas nécessaire. Tout le monde comprenait déjà. Il semble qu'un petit incident se soit produit près de la scène. Nous avons un petit dégât, rien de grave, mais nous aurions besoin d'un peu d'aide. Si notre chère Claire Dubois pouvait venir nous prêter main forte, ce serait adorable. La salle ne réagit pas immédiatement. Il y eut un flottement, quelques murmures, des regards échangés. Certains crurent à une erreur, d'autres comprirent tout de suite. Claire, elle, ne bougea pas. Elle restait assise, les mains posées sur ses genoux, le dos droit. Elle regardait Amélie, sans colère, sans surprise, comme si elle avait anticipé ce moment. Comme si elle l'avait déjà vu se dessiner derrière chaque sourire en coin, chaque verre trop vite vidé, chaque voix légèrement trop forte. La salle demeurait silencieuse. Le micro grésillait un peu dans le vide. Amélie, mal à l'aise devant le mutisme de l'assemblée, reprit « Oh, mais c'est juste pour un instant. » Un petit geste de solidarité. Après tout, c'est aussi grâce à elle que ce lieu est toujours impeccable, n'est-ce pas? Elle força un rire, isolé, douloureusement déplacé. Personne ne suivit. Claire se leva lentement. Elle ne regardait plus Amélie. Elle regardait la scène, le chemin qui y menait, les visages dans la foule. Elle avança d'un pas calme, sans hésitation, sans colère apparente. Ce n'était pas une reddition, c'était une montée, une ascension qu'on n'attendait pas, une réponse par la présence, pas par les mots. Chaque pas qu'elle faisait amplifiait le malaise. On sentait que quelque chose de plus grand était en train de se produire. Elle atteignit la scène, monta les 3 marches sans se presser, puis prit le micro des mains d'Amélie sans la regarder. Elle resta debout, seule, face à une centaine de personnes dont la plupart ne savaient plus comment se tenir.
Le silence était total. Même la musique de fond avait été coupée. Claire leva doucement le micro vers ses lèvres. « Vous vouliez peut-être me faire nettoyer quelque chose ce soir ?» dit-elle d'une voix posée, claire, sans tremblement. « Je peux le faire, bien sûr. C'est ce que je fais chaque jour ici, sans micro, sans public, sans verre à la main. » Un murmure de gêne parcourut la salle. Amélie recula d'un pas, mal assurée. Claire poursuivit. « Mais avant de prendre mon chiffon, permettez-moi de vous parler. Pas de vous accuser, pas de vous juger, juste de vous raconter. » Elle ne haussait pas la voix, elle ne criait pas, elle racontait, elle expliquait. Elle posait les mots comme on poserait une nappe sur une table en désordre. Et à mesure qu'elle parlait, les regards changeaient. On ne voyait plus une invitée de trop. On ne voyait plus une erreur dans le décor. On voyait une femme, debout, entière, solide, qui refusait qu'on fasse d'elle un spectacle. Elle ne se défendait pas. Elle n'implorait rien. Elle décrivait simplement ce que cela signifie de se lever chaque jour avant l'aube, de marcher dans les couloirs sans nom, d'être traitée comme un meuble utile. Elle ne cherchait pas la pitié. Elle ne demandait pas l'admiration. Elle exigeait d'exister, de ne pas être ramenée à une fonction, à une moquerie, à une case. Elle termina en disant « Je suis Claire Dubois, je nettoie vos sols, mais avant cela, j'ai rêvé vos robes, j'ai dessiné vos silhouettes. Et ce que je porte ce soir n'est pas une revanche, c'est un rappel. » Elle tendit le micro au technicien, descendit de la scène comme elle y était montée, sans théâtralité, sans drame, seulement avec dignité. Le silence qui suivit était épais, difficile, presque insupportable. Mais au fond de la salle, une main se leva, puis une autre, jusqu'à ce que la première salve d'applaudissements éclate, d'abord discrète, puis de plus en plus forte. Un tonnerre lent, profond, authentique, pas pour la performance, pour le courage tranquille, pour la vérité nue, pour la justesse des mots, pour le droit fondamental d'être là, simplement là. L'applaudissement s'était levé d'abord timidement, porté par quelques mains audacieuses qui refusaient de laisser ce moment sombrer dans l'inconfort. Puis il s'était élargi, amplifié, enraciné dans les murs du salon, comme une vague lente mais irréversible. À mesure que les claps résonnaient, une chose devint évidente. Ce n'était pas de la politesse, ce n'était pas un geste vide. C'était une réponse collective, confuse parfois, maladroite sans doute, mais sincère. Et c'est précisément cette sincérité, inhabituelle dans un monde de faux-semblants, qui marqua le tournant définitif de la soirée. Claire, debout à côté de la scène qu'elle venait de quitter, ne réagissait pas. Elle ne souriait pas. Elle ne pleurait pas. Elle restait simplement là, les bras le long du corps, les yeux posés sur les visages alignés devant elle. Il ne s'agissait pas de fierté ou de revanche. Il ne s'agissait pas d'un triomphe personnel. Elle ressentait quelque chose de plus simple, plus brut, le droit d'exister autrement que comme une silhouette ignorée. Dans la salle, les regards changèrent. Ceux qui, une heure plus tôt, se moquaient doucement de sa présence, se surprenaient à la voir autrement. Non plus comme une curiosité, mais comme une figure centrale. Les rires feutrés avaient cessé. Les conversations futiles s'étaient tues. On ne commentait plus sa robe, son allure, son histoire, comme on commente un sujet d'actualité. On écoutait. Et surtout, on regardait. Pour la première fois vraiment, on regardait. Louis Vanel, encore assis à sa table, avait le regard fixe. Il était l'un des premiers à s'être levé pour applaudir. À ses côtés, une collaboratrice qu'il estimait beaucoup souffla simplement. C'était nécessaire. Il ne répondit pas. Il ne voulait pas ajouter des mots à ce qui venait d'être dit. Il voulait que cela dure, même dans le silence. Amélie, de son côté, ne trouvait plus où poser les yeux. La tentative de humiliation avait viré à la démonstration publique de respect. Elle, pourtant si à l'aise habituellement dans les jeux de pouvoir et les faux sourires, se sentait soudain terriblement exposée. Elle se dirigea lentement vers l'arrière de la salle, laissant la scène aux autres. Ce n'était plus sa soirée. Ce ne serait plus jamais son récit. La directrice générale de l'agence, jusque-là restée en retrait, s'approcha calmement de Claire. Elle était une femme d'une 50aine d'années, discrète mais reconnue pour sa lucidité. Elle n'intervenait presque jamais dans les affaires internes de ce genre, mais cette fois, elle s'imposa. « Mademoiselle Dubois, dit-elle avec une voix grave et posée, ce que vous venez de dire est important. Pas seulement pour vous, pour nous tous, je vous remercie. » Claire la regarda, sans animosité, sans étonnement.
Elle répondit simplement « Je n'ai pas dit tout ce que j'avais à dire. J'ai dit ce que vous aviez besoin d'entendre ce soir. » La directrice hocha lentement la tête. « C'est déjà beaucoup. Et plus que ce que la plupart osent faire. » Elle tourna légèrement la tête vers la salle encore pleine de tensions suspendues. « Vous accepteriez de me parler un autre jour, en dehors du cadre de cette soirée ?» Claire réfléchit un instant, puis elle répondit « Si c'est pour me proposer un autre uniforme, non. Si c'est pour me proposer un espace, alors oui. » Un sourire discret se dessina sur les lèvres de la directrice. « Un espace, voilà exactement ce dont on manque. » Puis elle s'éloigna, sans grand geste, sans effet d'annonce. Les choses importantes, elle le savait, ne s'obtiennent pas sous les projecteurs, mais dans les décisions qui suivent. À cet instant précis, un autre mouvement se produisit. Une femme que Claire avait déjà vue des centaines de fois, mais à qui elle n'avait jamais parlé, s'approcha timidement. C'était Léa, une assistante administrative du 4e étage. Elle n'avait rien de remarquable selon les standards de l'agence, mais elle tendit la main vers Claire avec une sincérité désarmante. « J'ai une sœur qui fait le même travail que vous. Elle a arrêté ses études pour aider à la maison. Ce que vous avez fait ce soir, je ne l'oublierai pas. » Claire serra cette main, sans mot de plus, et ce simple geste ouvrit la porte à d'autres. Chacun à un des employés s'approchèrent, sans discours, sans exagération. Par petits groupes, ils vinrent la saluer, la remercier, ou simplement lui adresser un regard franc, loin de la condescendance, loin du voyeurisme. C'était comme si une faille s'était ouverte dans le décor, et que chacun sentait qu'il pouvait juste un instant sortir du rôle qu'on lui avait imposé. Vers minuit, la fête n'était plus une fête. Ce n'était plus un événement social destiné à maintenir les apparences. C'était devenu un moment suspendu, un souvenir en formation. Personne ne dansait. La musique avait repris mais jouait en arrière-plan, comme une bande-son lointaine. Certains étaient partis, d'autres restaient, incapables de quitter une pièce où l'histoire, même minuscule, venait d'être écrite. Claire, elle, s'était assise de nouveau. Elle ne cherchait pas à fuir les regards, mais elle ne les appelait plus non plus. Elle se contentait d'être là, avec une clarté nouvelle, une légitimité qui n'était pas le fruit d'une invitation, mais d'une conquête douce. Ce soir, elle n'avait pas pris la parole pour se défendre. Elle avait pris la parole pour exister. Et cela, personne ne pourrait le lui retirer. Les jours qui suivirent la fête ne ressemblaient à rien de ce que Claire avait connu auparavant. Dans l'entreprise, les couloirs habituellement parcourus sans un regard pour elle s'étaient transformés en espaces chargés de regards retenus, de saluts maladroits, de silences trop pleins. Certains tentaient d'engager la conversation, d'autres préféraient détourner les yeux, comme s'ils avaient été témoins de quelque chose qui les dépassait. Ce n'était pas une atmosphère hostile, mais un climat d'inconfort, celui qu'on ressent quand une vérité s'est imposée trop brutalement. Claire, elle, reprit son poste, comme elle l'avait toujours fait, à la même heure, avec la même précision. Elle n'avait pas changé ses habitudes. Mais tout autour d'elle, les habitudes des autres avaient commencé à vaciller. On hésitait à parler fort quand elle était dans la pièce. On évitait les plaisanteries faciles, les remarques désinvoltes. Et plus surprenant encore, on commençait à lui adresser la parole autrement. Des bonjours timides, des merci sincères, des vous allez bien, qui pour la première fois semblaient avoir un véritable poids. Elle ne répondait pas toujours, pas par froideur, mais parce qu'elle savait faire la différence entre la gêne et le respect. Elle ne cherchait pas la rédemption des autres, elle cherchait la continuité. Ne pas se laisser happer par le bruit autour de l'événement. Ne pas se laisser définir par un soir, aussi marquant soit-il. Mais ce qu'elle ne pouvait pas ignorer, c'était l'ampleur inattendue que ce moment avait prise. Car la soirée n'était pas restée enfermée dans les murs de l'entreprise. Dès le lundi suivant, un extrait de son discours circulait en interne, puis sur les réseaux sociaux, publié anonymement par un invité. Une vidéo, de mauvaise qualité, la montrait sur scène, le micro en main, debout, droite, calme. La séquence, accompagnée de quelques phrases clés, avait été partagée des centaines de fois en quelques heures, puis des milliers, puis des dizaines de milliers. Les commentaires affluaient. On y parlait de dignité, de courage, de vérité sociale. On s'étonnait qu'une femme de ménage ait pu porter un discours si lucide, si tranchant. D'autres dénonçaient le piège humiliant qu'on avait tenté de lui tendre. Très vite, les questions sur son passé ressurgirent. Des anciens camarades de lycée,
Des enseignants, des voisins se souvenaient d'elle. Certains racontaient sa victoire au concours de jeunes créateurs. D'autres parlaient de sa mère, de la petite boutique, des croquis qu'elle montrait à l'époque avec une timidité pleine de talent. Et en quelques jours, Claire devint plus qu'un nom. Elle devint une histoire, pas une star, pas une célébrité fabriquée, une figure, une preuve vivante que les trajectoires cassées peuvent encore porter du sens. L'entreprise ne resta pas muette face à l'ampleur du phénomène. Un communiqué fut rédigé, maladroit mais bien intentionné, reconnaissant l'impact du discours de Claire et saluant son parcours. À l'intérieur, les dirigeants commencèrent à se demander comment canaliser ce mouvement sans le récupérer grossièrement. Il fut alors proposé une rencontre officielle entre Claire et le comité de direction, pas dans un bureau fermé, dans l'espace ouvert du département création. Elle accepta, mais à une seule condition. Aucune caméra, aucun journaliste, aucun discours préparé. Elle ne voulait pas d'une vitrine. Elle voulait une conversation. Lors de cette rencontre, elle ne parla pas de vengeance ni de revanche. Elle parla de potentiel gâché, de regards qu'on n'adresse jamais, de portes qu'on laisse fermer même lorsqu'elles pourraient s'ouvrir. Elle parla aussi d'idées, de tissus, de formes, de couleurs. Et Louis, le créatif qu'il avait abordé à la fête, lui posa enfin la seule question qui comptait. Si vous aviez carte blanche, que créeriez-vous aujourd'hui? Claire prit le temps de répondre. Elle ne chercha pas à impressionner. Elle parla d'une collection centrée sur les gestes invisibles, sur les mains, sur les plis du corps au travail, sur les vêtements qui protègent, qui soutiennent, qui racontent une vie sans l'orner inutilement. Elle ne cherchait pas l'esthétique spectaculaire. Elle cherchait l'essence, l'utilité rendue belle, l'oubli rendu visible. Quelques jours plus tard, un message officiel fut envoyé. Claire se voyait proposer un poste au sein du département créatif avec autonomie pour développer un projet de collection inspiré de son histoire. Elle ne serait plus cantonnée au couloir. Elle serait au centre du processus, pas comme mascotte, pas comme cas social, comme styliste, comme Claire Dubois. Elle prit un jour avant de répondre. Non par hésitation, mais par respect pour elle-même. Elle voulait être certaine que ce choix ne la trahirait pas, qu'elle n'entrerait pas dans un nouveau rôle pour satisfaire les récits des autres. Puis, elle dit oui, sans cérémonie, sans publication. Elle reprit simplement ses horaires, non plus avec un seau et une serpillière, mais avec un carnet de croquis et un bureau en bordure de fenêtre. L'histoire, bien sûr, dépassa les frontières de l'entreprise. Une invitation à un programme télévisé de grande audience lui parvint, une de celles qui font grimper les audiences, où l'on espère des larmes, des révélations, des déclarations fortes. Claire refusa d'abord, puis réfléchit, puis rappela la production. Elle accepta, mais à une seule condition. Une condition que personne ne s'attendait à entendre, mais qui, dans sa bouche, sonnait comme la suite logique de tout ce qu'elle avait construit jusqu'ici. Et cette condition allait changer bien plus que son image. Elle allait rediriger le sens même de sa présence publique. Le jour où Claire franchit pour la première fois la porte du département création, non plus comme employée de nettoyage, mais comme styliste en résidence, aucun mot ne fut prononcé à son arrivée. Et pourtant, tout le monde l'avait vue. Ses pas résonnaient autrement. Son corps occupait l'espace avec une densité nouvelle. Ce n'était pas une question de costume, de titre ou de statut. C'était une transformation silencieuse, inscrite dans le regard que les autres posaient sur elle, mais surtout dans celui qu'elle posait désormais sur eux. Elle n'était pas là pour prendre une revanche, encore moins pour satisfaire une narration de conte moderne. Elle était là pour travailler, pour créer, pour habiter enfin une place qui avait toujours été la sienne, mais qu'on lui avait refusée trop longtemps. Son bureau était modeste. Une table blanche, un tableau de liège, quelques fournitures. Pas de traitement de faveur, pas de fauteuil luxueux, mais elle ne cherchait pas les honneurs. Elle avait demandé un espace, pas un trône. Un espace pour dessiner, pour penser, pour matérialiser des idées qui, depuis des années, n'avaient vécu que dans ses carnets. Elle reprit ses croquis là où elle les avait laissés, dans les plis de ses souvenirs, dans les gestes du quotidien, dans les postures épuisées de ceux que l'on ne regarde jamais. La première semaine, elle écouta plus qu'elle ne parla. Elle assista aux réunions, observa les processus, étudia les collections en cours. Elle n'interrompait pas, ne commentait pas, mais elle prenait note des attitudes, des incohérences, des oublis fréquents. Elle vit très vite que la maison, malgré son prestige, fonctionnait en circuit fermé,
On y recyclait des idées anciennes sous des formes prétendument innovantes. On y parlait de rupture tout en répétant les mêmes codes esthétiques, saison après saison. Claire ne critiqua pas frontalement. Elle préféra créer. En silence, elle dessina une première capsule, 6 modèles. Inspirés de ceux qu'elle avait croisés dans ses années invisibles, la blouse d'une infirmière de nuit, la veste d'un vigile de galerie, la combinaison d'un agent d'entretien, le tablier d'un cuisinier de cantine, le manteau d'une femme de chambre, le gilet d'un conducteur de métro. Elle ne chercha pas à styliser ses vêtements. Elle les réinterpréta en respectant leur fonction d'origine, mais en leur donnant une forme de dignité nouvelle. Les lignes étaient épurées, les tissus robustes, les couleurs sobres mais expressives. Elle nomma la collection « Travail ». Lorsqu'elle présenta ses esquisses lors d'un comité restreint, les réactions furent partagées. Certains y virent une proposition audacieuse, d'autres une prise de position trop politique. Mais tous comprirent que ce travail ne relevait pas de la provocation. C'était une déclaration d'intention, celle de ne plus séparer l'élégance de la réalité, de faire entrer dans la mode ceux qu'on avait toujours laissés à la porte. Pendant ce temps, l'attention du public autour de Claire continuait de croître. Des journalistes tentèrent de la joindre. Des influenceurs voulaient collaborer. Des maisons concurrentes proposaient des entretiens. Elle refusa tout. Jusqu'au jour où l'émission télévisée la plus suivie du pays lui adressa une invitation. Une entrevue en prime time, un plateau en direct. Elle hésita. L'idée de s'exposer ainsi, de se faire objet de débats ou de compassion médiatique, l'insupportait. Mais après réflexion, elle y vit une opportunité, à une seule condition. Elle exigea que son passage soit partagé avec d'autres. Elle ne voulait pas être seule sur ce plateau. Elle voulait être entourée de ceux qu'on ne filme jamais, des invisibles, des réels. Elle demanda la présence d'un concierge, d'une femme de ménage, d'un éboueur, d'une aide-soignante, d'un serveur de cantine. Des gens qu'elle connaissait, dont elle respectait le labeur et qui n'avaient jamais eu accès à une scène pour raconter leur quotidien. La production hésita. L'audience visait autre chose. Mais l'intérêt public autour de Claire était tel qu'ils finirent par céder. Le soir de l'émission, Claire entra en silence sur le plateau. Elle ne portait pas une tenue de créateur. Elle était habillée avec la même robe noire qu'elle avait portée à la fête, pas par fétichisme, par cohérence. Elle s'assit aux côtés des 5 autres invités qu'elle avait personnellement choisis. Quand le présentateur lui posa la première question, elle détourna le regard vers ses compagnons de plateau. « Si je suis ici ce soir, ce n'est pas pour parler de mon succès, c'est pour parler d'eux et de tous ceux qu'on oublie. Moi, j'ai eu une occasion. Je veux que ce soit contagieux. » Elle ne fit pas de discours. Elle modéra la discussion. Elle posa des questions aux autres. Elle les invita à raconter, à dire combien d'heures ils travaillaient, à quel point ils étaient essentiels sans être reconnus. L'émission prit une tournure inattendue. Le public ne pleura pas. Il écouta, longuement, sincèrement. Ce ne fut pas un spectacle, ce fut un partage. Les jours suivants, les réactions furent massives. Non autour de Claire uniquement, mais autour de ce qu'elle avait mis en lumière. Des entreprises commencèrent à revoir leurs systèmes internes. Certaines ouvrirent des espaces de parole pour leurs employés invisibles. Des médias s'emparèrent du sujet. Des écoles de mode contactèrent Claire pour des conférences. Elle accepta quelques propositions, toujours sous la même condition, que ce ne soit jamais centré sur elle seule. Elle ne voulait pas devenir un symbole, elle voulait être un relais. Son quotidien, toutefois, ne devint pas plus facile. Il était plus chargé, plus exposé, plus exigeant. Mais elle gardait une ligne. Elle continuait à dessiner chaque matin, à observer les passants, à saluer ses anciens collègues dans les couloirs. Elle ne montait pas, elle élargissait. Elle refusait l'élévation verticale, préférant une horizontalité radicale, faite de liens, de ponts, de partage. À l'agence, son bureau fut déplacé près de la verrière, pas pour la mettre en vitrine, parce qu'elle aimait la lumière naturelle. Elle n'avait demandé qu'une chose en plus, un banc à l'entrée, pas pour s'asseoir elle, pour que ceux qui n'étaient jamais invités à entrer aient un endroit où attendre. Elle savait que ce n'était qu'un début, mais c'était déjà un commencement solide, un commencement qui n'appartenait pas qu'à elle. Lorsque Claire accepta l'invitation de l'émission en direct, elle savait pertinemment que ce moment, plus que tous les autres, cristalliserait la manière dont elle serait perçue à long terme. Elle n'ignorait rien des mécaniques médiatiques,
même si elle n'en faisait pas partie. Elle savait que les caméras ne cherchent pas la nuance, que les projecteurs se braquent sur les visages pour mieux simplifier les récits. Elle savait aussi qu'on allait tenter de la résumer à un symbole, une histoire inspirante, facile à consommer, une sorte de fable moderne à raconter aux jeunes en quête d'exemples. C'est précisément pour cela qu'elle avait posé une condition. Cette condition, elle la formula avec calme mais fermeté au producteur, dans une salle de réunion impersonnelle, une semaine avant l'émission. Elle déclara qu'elle ne montrait son visage à la caméra que si elle pouvait être accompagnée. Pas de célébrité, pas de styliste en quête de rédemption publique. Elle voulait, disait-elle, 5 personnes, 5 travailleurs et travailleuses invisibles, pas sélectionnés pour leur histoire dramatique, mais pour la banalité même de leur quotidien. Elle exigea que chacun ait du temps pour parler, sans montage, sans reformulation, et surtout que leur prénom soit affiché à l'écran sans fonction sociale accolée, comme n'importe quel invité. Le producteur hésita. La demande sortait des formats habituels, mais l'audience promise par la présence de Claire était trop grande pour être ignorée. Après plusieurs échanges internes, la chaîne accepta. On tenta de lui proposer un plateau designé à son image, de lui faire porter une pièce de collection, d'organiser un shooting préparatoire. Elle refusa chaque initiative. Elle voulait venir comme elle était venue à la fête, habillée sobrement, sans artifice, sans mise en scène. Elle considérait que si son message ne passait pas ainsi, il n'avait pas besoin de passer. Le soir de l'émission, les studios étaient pleins. Le public, sélectionné comme d'habitude pour sa diversité apparente, murmurait déjà à l'idée de voir celle qu'on appelait dans les médias la créatrice venue de l'ombre. Lorsqu'elle entra sur le plateau, suivie des 5 personnes qu'elle avait choisies, un veilleur de nuit, une agente d'entretien, une caissière de supermarché, un cuisinier d'école et une auxiliaire de vie, un silence franc remplaça l'enthousiasme attendu. Ce n'était pas de l'hostilité. C'était un léger déséquilibre, une surprise face à un refus assumé du spectacle attendu. Le présentateur ouvrit la discussion avec une question classique, tentant de situer Claire dans le parcours d'ascension que les téléspectateurs avaient déjà intégré. Claire, vous avez connu une ascension fulgurante. Que ressentez-vous à être passée du silence à la reconnaissance en si peu de temps? Claire prit quelques secondes avant de répondre. Elle regarda les autres invités puis dit calmement « Je n'ai jamais été silencieuse. On ne m'a juste jamais tendu le micro. » Le public réagit avec une forme d'admiration. Mais Claire ne s'arrêta pas là. « Si je suis ici ce soir, c'est uniquement parce que j'ai exigé de ne pas être seule à cette table. Parce que mon histoire n'a rien d'exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'elle ait été entendue. Ce plateau n'est pas une récompense. C'est une dette collective. Et je suis ici pour commencer à la rembourser en partie, en rendant visibles ceux qui le méritent autant, sinon plus, que moi. » Elle laissa alors la parole à ses invités. L'un après l'autre, ils parlèrent, non pas avec des formules bien rodées, mais avec des mots simples, de leurs horaires morcelés, de leur solitude dans les couloirs, du respect absent, de la fatigue constante, de la peur de tomber malade et de ne pas être remplacé, de la honte de devoir cacher son métier sur les formulaires. Ils ne se plaignaient pas, ils constataient. Et c'est précisément ce ton factuel, sans pathos, qui rendit l'ensemble si percutant. Les caméras ne savaient pas toujours où se poser. Le présentateur, à plusieurs reprises, tenta de recentrer la conversation sur Claire, sur sa réussite. Elle refusait systématiquement. « Je ne suis pas un produit miracle, je suis une conséquence, la conséquence de ce qu'il se passe quand on arrête de se taire. Je n'ai pas réussi. J'ai seulement dit non à la place qu'on m'avait assignée. » Cette phrase devint virale. Non pour sa forme, mais pour sa portée. Elle fut reprise, imprimée, commentée. Elle ne glorifiait pas l'effort solitaire. Elle ne prétendait pas que tout le monde pouvait réussir avec de la volonté. Elle remettait en question la manière même dont la réussite était définie, distribuée, reconnue. À la suite de cette émission, plusieurs entreprises contactèrent à la production. Certaines pour féliciter. D'autres, plus discrètement, pour demander des conseils sur comment valoriser leurs invisibles. Claire refusa toute forme de récupération. Elle ne voulait pas de campagne publicitaire. Elle ne voulait pas de slogan. Elle voulait des actes. Elle exigea, dans les rares cas où elle accepta de dialoguer, que les entreprises rendent public leur salaire d'entrée, leur politique de pause, leur procédure de recrutement pour les postes dits de service. L'effet fut immédiat.
Plusieurs syndicats s'emparèrent de la dynamique. Des tribunes furent publiées dans les journaux. Des employés, encouragés par l'exemple de Claire, commencèrent à témoigner sur les réseaux. Pas pour se plaindre, mais pour décrire, expliquer, nommer. Claire continua son travail au sein de l'agence. Sa collection Travail était en préparation. Elle avait demandé que le défilé soit ouvert à tous, pas dans un musée, pas dans une galerie. Dans un entrepôt reconverti, avec une billetterie à prix libre et un casting de mannequins non professionnels. Les essayages se faisaient avec des couturières qu'elle avait personnellement recrutées dans des écoles techniques. À chaque étape, elle refusait le folklore. Elle voulait du réel, du concret. Mais elle savait que tout cela, aussi important soit-il, restait symbolique si rien ne changeait dans les structures. C'est pourquoi elle prépara un dernier geste. Un geste qui, à ses yeux, devait dépasser son propre parcours. Ce n'était pas un acte spectaculaire. C'était une phrase, une ligne de couture, un mot brodé à la main au revers de chaque vêtement de sa première collection. Un mot simple que chacun pouvait comprendre. Dignité. Parce qu'à la fin, tout commençait par là. Quand le jour du défilé arriva, Paris semblait retenir son souffle. L'entrepôt choisi pour accueillir l'événement avait été décoré simplement. Quelques guirlandes de lumière, des cintres bien visibles, un podium peu élevé pour que nul ne se sente exclu. Les invités furent invités à arriver progressivement, certains venant en tant que curieux, d'autres en professionnels de la mode, d'autres encore poussés par le battage médiatique autour de Claire. Mais l'essentiel était ailleurs. L'entrée était libre, accessible à tous ceux qui voulaient venir voir cette collection nommée Les Invisibles. Les places réservées aux critiques et acheteurs étaient là, mais elles ne constituaient pas l'essentiel de la salle. Claire avait insisté pour que les premiers rangs soient occupés par des travailleurs invisibles, femmes de ménage, concierges, manutentionnaires, agents d'entretien, pompiers, employés de cantine, invités personnellement par elle ou par l'équipe. Ces visages, souvent ignorés dans les soirées de gala, avaient ce soir leur place d'honneur. Certaines d'entre elles portèrent déjà les prototypes de la collection en avant-première, en marchant doucement, avec assurance, sur le podium modeste. Avant l'ouverture du spectacle, Claire fit un discours. Elle ne se plaça pas surélevée, mais debout au milieu du public. Elle parla simplement, sans artifice, en regardant les travailleurs présents dans les premiers rangs. Ce que vous voyez ce soir n'est pas seulement une collection. C'est un hommage à vos gestes invisibles, à vos efforts quotidiens, à votre dignité. Vous ne défilez pas pour moi. Vous défilez parce que vous méritez d'être vu. Et si vous acceptez, je veux que ce défilé soit un début, pas une vitrine. Que ce que nous faisons ici s'inscrive dans le quotidien de beaucoup d'autres. Le silence qui suivit était suspendu. Pas de musique, pas de bruit. Un calme chargé d'émotions. Puis, timidement, un applaudissement monta, suivi d'une vague qui se répandit dans l'entrepôt comme un souffle. Le spectacle commença. Les modèles émergèrent un par un. Les vêtements portaient tous ce mot discret brodé dans le revers ou la couture intérieure. Dignité. Pas pour crier, pour murmurer, pour rappeler, pour marquer. Chaque pièce racontait une histoire, non pas par l'opulence, mais par la justesse des proportions, la pureté des lignes, la fonction revisitée. Les vêtements semblaient faits pour habiter la vie, pas pour l'apparaître. Le public assistait, silencieux, parfois ému. Certains sortèrent leur téléphone pour immortaliser et partager. D'autres fermèrent les yeux, la tête légèrement penchée, comme quand on écoute une chanson qu'on connaît par cœur. Ce n'était pas un spectacle de mode traditionnel, ce n'était pas une démonstration de luxe, c'était une conversation visuelle, douce, profonde. Quand le dernier mannequin eut terminé, les lumières se rallumèrent progressivement. Les travailleurs retournèrent au premier rang. Claire remonta sur le podium, les mains croisées devant elle, autrement que dans la posture de contrôle. Elle attendit que le silence revienne concrètement. « Merci, dit-elle enfin, la voix claire. Merci à chacun de vous pour votre présence. Merci à ceux qui travaillent dans l'ombre. Ce soir, nous avons simplement rappelé que ce qui est invisible n'est pas insignifiant. Je n'ai pas fait ce que je fais pour qu'on m'applaudisse. Je l'ai fait pour qu'on change le regard. Et je suis convaincu que ce regard ne reviendra pas en arrière. » Les applaudissements éclatèrent alors, sincères et prolongés. Beaucoup se levèrent. L'émotion était palpable. Pas de larmes obligatoires, mais des sourires, des têtes inclinées, des visages marqués. Certains vinrent la saluer, d'autres restèrent silencieux,
immobile, absorbée. Dans les coulisses, les employés invisibles qu'elle avait invités la remercièrent les larmes aux yeux, sans mots ou avec des mots simples. « Merci pour moi, merci de m'avoir vu, merci de parler pour nous. » Ces remerciements étaient précieux, parce qu'ils n'étaient pas adressés à une star. Ils étaient adressés à une égale. Après le défilé, des médias recueillirent des témoignages. Mais Claire refusa d'être l'unique voix. Elle demanda que les interviews mettent en avant les travailleurs invisibles présents ce soir-là. Elle contribua à faire en sorte que leurs noms, leurs visages, leurs histoires soient publiés, cités, diffusés. Elle demanda encore que les articles parlent de ce que les gens ont fait après le spectacle, pas seulement ce qu'ils avaient vu. Et l'effet fut réel. Plusieurs entreprises commencèrent à organiser, à leur tour, des événements internes valorisant les travailleurs invisibles. Des écoles de mode invitèrent Claire pour intervenir sur l'éthique du vêtement. Des associations lancèrent des collectifs autour de la dignité au travail. Le mot dignité circulait autrement. Il n'était plus simplement un mot gravé sur un revers de veste. Il prenait sens dans les pratiques, dans les choix, dans les paroles qu'on osait dire. Quelques mois plus tard, Claire fut invitée dans un colloque sur les droits des travailleurs invisibles en Europe. Elle accepta, en gardant la même condition qu'elle défendait depuis le début, qu'elle puisse être accompagnée. Elle choisit d'y aller avec 3 femmes de chambre, 2 employés de nettoyage urbain, un serveur, une caissière. Sur la scène, elle ne fut pas seule. Le colloque ne partit pas d'elle. Il partit de ces vies qu'on ne regardait jamais. Et elle présenta un manifeste. Pas un manifeste de mode, mais un manifeste pour l'attention. Que chaque personne que vous croiserez sache que son travail compte. Que son nom ait la même valeur que celui qui signe les contrats. Que la mode, la culture, la société tout entière arrête de décider qui mérite d'être vu. Le manifeste fut publié. Il circula dans les universités, dans les médias, dans les organisations du travail. Claire continua son travail au sein de l'agence, mais aussi au-delà. Elle développa des résidences pour artistes invisibles, lança des bourses pour des créateurs issus de milieux modestes, soutint des initiatives de visibilité sociale. Mais plus que tout cela, ce qu'elle garda, ce qu'elle protégea, ce fut une posture. La posture qu'elle avait décidée dès le départ. Ne pas chercher l'admiration, ne pas chercher la vengeance, ne pas être un symbole, être simplement imprenable par l'indifférence, impossiblement visible pour ce qu'elle était, une femme qui avait travaillé dans l'ombre, qui avait souffert, qui avait choisi de parler, puis de créer. Et dans cette visibilité, elle avait déstabilisé ceux qui croyaient qu'on pouvait oublier un être humain simplement en l'ignorant. Lorsqu'elle repassa devant le même hall d'immeuble, elle ne sentit ni triomphe ni regret. Elle pensa seulement que certaines batailles ne sont pas gagnées d'un coup, mais qu'en changeant le regard, l'espace, la parole, on commence à rendre inacceptable ce qui autrefois paraissait banal. Et dans les regards de ceux qu'elle croisait, dans la rue, dans les transports, dans les immeubles, elle sentit parfois une lueur de reconnaissance, pas adressée à elle seulement, à tous ceux qu'on ne voit pas. Ce jour-là, Claire Dubois n'avait pas seulement créé une collection, elle avait inauguré une petite révolution, silencieuse, lancinante, inéluctable, une révolution de l'attention, de la dignité et du regard partagé.